Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'analyse de questions économiques, politiques, mais aussi d'analyse de questions d'actualité. Aujourd'hui, dans un format un peu plus étoffé, nous allons décortiquer le briefing du président de la République. Vous le savez, le chef de l'État a répondu aux questions des journalistes hier jeudi. Autour de questions d'actualité, aucun sujet n'a été éludé, de la question de la guerre au nord et au sud Kivu, en Ituri également. Le chef de l'État a aussi parlé de la possibilité de négocier avec les agresseurs, mais aussi la question de récentes attaques contre les chancelleries occidentales, entre autres. Et pour décortiquer ces sujets, ici sur le plateau, nous ne sommes pas peu fiers d'accueillir, je vais commencer d'abord, à ma gauche, Jojo Mulamba. Bonsoir Jojo. Bonsoir Patrick Ilunga et aussi aux différents invités. Voilà, bonsoir également à ma droite, je vais saluer Dieudonné Boanali, bonsoir. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir à tous les invités, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, Jojo Mulamba et Dieudonné Boanali qui sont tous deux journalistes ici à Géopolis Forum, mais aussi autour de la table, monsieur Eric Izami, bonsoir. Bonsoir Patrick Ilunga et bonsoir à tous ceux qui auront la possibilité de nous suivre. Eric Izami Boanzale qui est journaliste à antenne à ma gauche, à votre droite. Jordan Maenikini, bonsoir Jordan. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Voilà, Jordan Maenikini qui est patron du média en ligne mineeco.cd. Messieurs, nous allons déjà commencer le débat, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander d'abord à la régie de nous proposer le premier extrait de la conférence de presse du président de la République. C'était hier ici à Kinshasa. Suivez. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président Joao Lourenço. Je vous ai dit que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali et Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Retour sur ce plateau, on va déjà commencer. Monsieur Eric Izami, vous allez ouvrir le débat. Okay. On sait que quasiment toutes les organisations internationales, les États occidentaux, à commencer par les États-Unis, poussent justement la RDC à négocier, on va dire poussent les parties prenantes au conflit congolais à négocier. C'est vrai qu'ils condamnent l'agression ou bien les agissements du Rwanda, mais ils poussent aussi les parties prenantes à négocier. À suivre le président de la République, vous avez été là sur place. Sommes-nous en train d'aller vers les discussions finalement? Merci de la question Patrick Ilunga, mais d'abord commencer, laissez-moi
J'étais de fleur ici au ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Temboué, qui a réussi quand même à nous offrir cette opportunité que de rencontrer le chef de l'État et lui poser des questions que les Congolais se posent également à longueur de journée. Je crois que la négociation n'est pas une mauvaise chose en soi. Un grand homme politique britannique, Winston Churchill, il disait « talk and fight ». Moi, je suis de cette école-là. On va parler, oui, mais s'il faut se battre, il faut se battre. Alors, plusieurs fois, les amis qui participent avec nous au briefing, j'ai souvent ou toujours demandé à ce que l'on puisse réhabiliter Kibomango, Kotakoli, Efo, Kananga, etc., pour que nous puissions continuellement former le nôtre. Vous savez, Colonel Brackman n'a pas tort que de nous dire le Congo n'a d'amis que lui-même. Nous sommes une belle femme, convoitée de tous. Moi, je suis effaré par rapport à l'attitude des uns et des autres. Tous, ils ne nous aiment pas. Parce que c'est vrai, ils peuvent évoquer X ou Y choses, mais personne jusque-là n'a véritablement condamné l'agresseur qui se trouve être le Rwanda. Non. La négociation, oui, mais si, j'évoque encore une fois la formule de Churchill. Oui, mais moi je voudrais vraiment que l'on puisse... Mais s'il vous plaît, une fois, j'ai dit au ministre Mouyaya, j'ai dit, mais la grande puissance a la capacité de faire. La grande puissance a la capacité de ne pas faire, de refuser de faire, d'empêcher de faire, et même d'aller faire faire. Pourquoi est-ce que les États-Unis, au-delà de sa stature, de la plus grande puissance, pourquoi ils ne peuvent seulement pas simplement dire à Kagame, messieurs, arrête? Parce que nous, on a déjà ouvert nos bras à dire que venez, on va faire des joint ventures, vous allez exploiter officiellement, sans qu'il y ait effusion de sang. Pourquoi peut-on toujours vouloir qu'il y ait la mort pour avoir des minéraux? Je ne sais pas. Parce que c'est cela le plus grand enjeu. C'est-à-dire la transition énergétique là. Vous voulez avoir le lithium, le cobalt, je ne sais pas, cassitérite, coltan et tout ça. Venez, on négocie, on met en place des entreprises qui vont exploiter et on va aller. Vous allez gagner, nous aussi nous allons gagner. Pourquoi vouloir à ce que vous puissiez tout... Non, on ne peut quand même pas passer toute sa vie à pouvoir violer. Non, non. Je ne sais pas Kagame là, ce qu'il a... Le garçon ici Kagame, je ne sais pas ce qu'il a signé. Allez, attention, voilà, Eric Zami, je vous sens très très affûté, c'est bien. La même question, je la pose à Jojo Moulamba. Jojo, c'est vrai que quand on suit, on va dire, la rhétorique aujourd'hui, on sent que petit à petit, on tend vers les discussions. Est-ce que vous voyez aussi les choses de cette façon-là? Merci Patrick Ilunga de me donner la parole pour aborder cette question. Mais avant tout, je ferai comme Eric Iziami, j'étais de fleur au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a réussi à inviter les premiers du pouvoir exécutif de l'exécutif national, le président de la République Tshisekedi. Il l'a fait avec ses collègues du gouvernement, avec le chef des entreprises du portefeuille de l'État. On aurait bien voulu aussi voir même le Premier ministre faire cet exercice, mais ça n'a pas été le cas. Mais on a réussi avec le président. Le président s'est étalé longuement sur ces questions. Alors, pour moi, je pense que, comme on dit toujours, le dialogue, c'est la bonne solution. Lorsqu'il y a conflit, il faut toujours dialoguer. Même lorsque vous êtes en guerre, il faut toujours dialoguer. Et l'ère République démocratique du Congo a été toujours ouverte au dialogue. Et c'est la raison pour laquelle elle a accepté de participer à plusieurs processus qui ont été mis en place, notamment Nairobi, Luanda, il y a Addis Abeba. La République démocratique du Congo a été toujours ouverte. Mais vous allez dialoguer pour aboutir à quoi? Et par rapport au M23, le président de la République avait dit qu'il ne va pas dialoguer avec le M23, c'est plutôt avec le Rwanda qu'il faut dialoguer. Pour ce qui est de M23, les conditions sont claires. Les rebelles déposent les armes et puis ils vont aller se cantonner dans une partie de la République. Et la logique, c'est ça. Bon, on tend vers le dialogue.
Oui, il faut dialoguer. Moi, je pense qu'il faut dialoguer, mais on dialogue tout en continuant toujours à protéger notre territoire, tout en continuant à protéger la population. C'est vrai qu'à côté, il y a le rebelle qui ne respecte pas le principe de cesser le feu, mais je pense que le dialogue, pour moi, est une solution durable par rapport à cette situation. Voilà, vous parlez de solution durable. Je crois que le président de la République a fait mention aussi à la question de la paix durable. Il ne suffit pas d'avoir la paix comme une paix quémandée. Dieudonné Boinali, selon vous, est-ce que à travers le dialogue, on peut avoir la paix durable, justement? Oui, je le crois. Si ce dialogue sera sincère et si toutes les parties prenantes vont prendre les taureaux par les cornes en identifiant les vrais problèmes, les problèmes réels dans la région des Grands Lacs qui constituent la pierre d'achoppement entre les Rwanda et la République démocratique du Congo. Il faut les rappeler que les deux pays s'acquisent mutuellement. Les pays des 1000 collines acquises la RDC de soutenir ou d'entretenir les derniers, comment je peux dire, les derniers soldats ou bien éléments des FDLR. Kinshasa aussi acquise le Rwanda, de déstabiliser la partie est de la République démocratique du Congo, riche en minéraux rares et stratégiques, très prisés sur les marchés internationaux, et avec comme conséquence les pillages de ces ressources naturelles. Bon, j'ai entendu les gens dire, le président a fait un virage à 360 degrés, il a fait les rétropédalages. Non. Le président de la République, que nous félicitons, et aussi Patrick Mouyaya, non seulement pour avoir invité les chefs de l'État aussi pour avoir répondu à l'invitation de la presse. On a toujours reproché à nos chefs d'État, et l'actuel même son prédécesseur, de toujours accorder des interviews à la presse internationale et de toujours négliger la presse nationale ou locale. Et je pense que c'est cette erreur-là qui a été corrigée, c'est à féliciter, mais nous aimerions dans le futur. Il n'y a pas que seulement le chef de l'État qui est redevable de la gestion de la République. Nous vivons à Kinshasa, une ville qui a 3 statuts, ville, province et capitale. Nous aimerions que demain, Mouyaya, le ministre appelle aussi Gentini Ngobila. Il faut appeler aussi le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour qu'il nous explique la marche de la République dans ce qui concerne les secteurs. Maintenant, je reviens sur votre question, les dialogues. Le dialogue n'est pas l'arme des faibles. D'ailleurs, c'est la voie la plus sage. Ça évite des pertes en vies humaines. Il ne faut pas oublier, quand il y a guerre, il y a destruction du tissu économique, il y a déplacement des populations, il y a des sinistrés. Ça occasionne des dépenses exorbitantes pour les trésors publics. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Les chefs de l'État veulent simplement donner des chances, la chance pour parler en cours, qui se font de manière indirecte par des personnes interposées. Je vais citer entre autres le président angolais, Lourenço, le médiateur de l'Union africaine pour la crise congolaise. Mais dans l'entretemps, le Congo ne se laisse pas distraire. Nous continuons à former notre armée, à les déployer, à mobiliser des moyens, à constituer l'effort de guerre, à s'organiser davantage parce que, comme on dit à Lingala, mbunzu na mbunzu, lisu na lisu. Nos amis, je pense, ils n'écoutent que les discours de la force. Combien de fois avons-nous dialogué avec le Rwanda dans un dialogue direct? Et tous les accords que nous avons signés dans un passé récent sont restés lettres mortes. Je pense que ça sera aussi le cas après les mini-sommets de Luanda de ce 27 février. Moi, je ne crois pas aux engagements qui seront encore pris par Kigali, que ceux-ci seront respectés. Écoutez, on leur a demandé de cesser de soutenir les M23. Ils ne l'ont pas fait. De cesser de traverser la frontière et de déployer leurs troupes, les RDF, au-delà des frontières internationales. Et là, ils sont en train d'opérer au Congo. On leur a demandé
de cesser de déstabiliser la RDC. Ça fait 30 ans qu'ils continuent à déstabiliser cette partie de la République pour profiter de l'économie de la guerre. Je dirais, comme le dit si bien M. Raphaël Ngoï, le Rwanda fait le siphonnage des minéraux de la RDC. Moi, je crois qu'ils ont des minéraux, comme la RDC, mais pas en quantité commerçable et industrielle comme la RDC. La RDC, c'est un scandale géologique. Ce n'est pas comparé avec le Rwanda. Même si les Rwandais disent que non, nous avons aussi des minéraux. Moi, je pense derrière leur production minime, ils blanchissent la production congolaise pour montrer ça sur les marchés internationaux qu'elle est la leur. C'est ça le problème avec ces pays voisins. Voilà, Dieu merci, mais je souhaite que la question des minéraux, on en parle dans la deuxième partie de l'émission. On va peut-être vider la question de négociation politique, tout ça, guerre. Là, je me tourne vers vous, Jordan Mainikini. C'est vrai que quand on regarde la configuration même de l'Est du pays, on se dit, mais ces gens, ce sont nos voisins. Même si on se fâche aujourd'hui, on sera obligé d'habiter, de cohabiter, comme on dit. Pour vous, la solution, c'est défaire le 1-23 par la force ou forcément parler avec le Rwanda pour trouver la paix via les questions, on va dire, la solution diplomatique. Merci pour la parole. D'entrée DG, je dirais que je ne serai pas très obèse dans la prise de parole comme Dieudonné Bouanali, qui a été très obèse dans la prise de parole. Alors, je pense que je vais ici évoquer l'un des éminents professeurs congolais, Isidore Ndaïwel, qui a dit « Il existe des questions urgentes qui ne peuvent se résoudre en toute urgence ». Ici, il s'agit des tiraillements qui existent entre nous et les Rwandais. Moi, j'ai toujours précisé que nous sommes plutôt en tiraillement avec les régimes de Kigali, pas avec le peuple rwandais, parce que c'est un peuple frère. Il y a nos frères et sœurs qui habitent Goma, qui ont fait des enfants avec les Rwandais, qui parfois traversent pour aller voir leur famille. Mais c'est plutôt le régime de Kigali, qui est dirigé par Kagame, qui nous pose problème. Alors, moi, je pense qu'au stade actuel, si le président de la République, qui est la personne la mieux informée du pays, pense que l'heure n'est pas encore arrivée pour aller en guerre, je pense que ça doit nous laisser réfléchir. Est-ce que nous sommes réellement en mesure d'aller en guerre contre les Rwandais? Est-ce que nous avons une armée capable de vaincre les Rwandais? Parce qu'il faut y retenir une chose, que la guerre, lorsqu'on la commence, on ne sait pas quand la finir. Et ce qu'il faut aussi savoir est que la guerre ne se termine qu'autour d'une table. Donc même si aujourd'hui nous allons en guerre contre les régimes de Kigali, sachez qu'un jour, nous finirons toujours par se mettre autour d'une table pour essayer de mettre fin à cette guerre. Et ça peut nous coûter beaucoup d'argent, parce que la guerre coûte cher. Alors moi, je pense qu'au stade actuel, on continue d'abord à épuiser tous les mécanismes mis en place. Il y a le président Joao Lourenço qui est en train de mener la médiation entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Déjà, les chefs de l'État l'avaient évoqué hier lors du briefing, presse spécial, qui, lui, veut directement dialoguer avec Kagame, pas avec les M23. Parce que moi, aujourd'hui, je trouve qu'il n'est plus des bons temps que nous puissions se mettre autour d'une table pour négocier avec des petits rebelles comme les M23. Nous devons parler avec Kagame face en face. Et je pense que nous finirons toujours par trouver la solution. Mais je n'épargne pas aussi l'hypothèse de la guerre, parce que, qu'on se le dise aussi, que ça va faire aujourd'hui plus de 2 décennies que le Rwanda continue à nous manquer du respect. À un certain moment, nous devons répondre. Mais je pense que, déjà que les conditions ne sont pas encore réunies, le président de la République l'avait aussi bien évoqué hier, parce qu'il faudra asseoir les deux parlements pour que nous puissions déclarer la guerre contre les Rwandais. Mais nous continuons d'abord à observer ces mécanismes qui sont déjà mis en place. Après ces mécanismes, si nous observons qu'il n'y a pas de solution, peut-être les chefs de l'État viendra nous annoncer cette grande décision qui a toujours attendu le peuple congolais impatiemment. Mais il faut retenir que ramener la paix à l'Est est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ça peut prendre le temps qu'il faut, parce qu'il faut des stratégies efficaces.
Parce que ne pensez pas qu'aujourd'hui, si on déclare brutalement la guerre contre les Rwandais, automatiquement nous sortirons vainqueurs. Voilà. N'oubliez pas que derrière les Rwandais, il y a les multinationales, il y a des gens qui soutiennent les Rwandais. Vous savez que Poutine pensait qu'il terminerait l'Ukraine en un jour, mais aujourd'hui on tend vers une année que Poutine n'arrive pas à conquérir l'Ukraine. Donc la guerre, vous pouvez la commencer aujourd'hui, mais pour la finir, ça prendra les temps qu'il faut. Voilà, il y a déjà risque d'enlisement de la guerre. Eric Izami, il y a la question de FDLR quand même, qui constitue un prétexte pour le Rwanda. Parce que pour le Rwanda, il y a des FDLR qui sont intégrés, selon eux, dans l'armée congolaise. Ce qui est faux, c'est un prétexte. Mais comment enlever ce prétexte-là au Rwandais? Je crois que pour extirper ces prétextes-là, nous devons apprendre à être sérieux. Oui. Si j'écris ici le chiffre 6, moi, je le lirai 6 pendant que mon ami Jojo qui est en face de moi le lirait 9. Oui. Et le Rwanda surfe sur ça. Le malheur de chez nous, Congo-Kinshasa, c'est que dans notre maison, dans notre famille, République démocratique du Congo, nous avons des brebis galeuses qui prêtent de béquilles à l'ennemi pour nous faire des incursions, nous donner la mort. Excusez-moi de le dire. J'ai peut-être la version, la population l'aura compris par ma manière de parler, parce que moi je suis reporter de terrain et j'ai fait le terrain justement. Je suis allé partout là-bas et j'ai vu même des mamans de 70 ans être violées. Beaucoup de gens entendent parler de cette question au loin. Ils n'ont pas de membres de famille là-bas, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont personne. Mais il faut arriver sur le terrain, vous verrez. Quand je dis que nous devons apprendre à être sérieux, je me rappelle d'une chose. J'étais un enfant. Mais je me souviens que mes parents se parlaient entre eux et se disaient que l'on devrait, en son temps, lorsqu'on avait fini avec la conférence nationale souveraine, décider qu'on puisse implanter des bases militaires partout où il y avait des voisins qui avaient de velléités à nous attaquer. On est passé à côté de la plaque nous-mêmes. Alors nous devons, cette fois-là, apprendre à être sérieux. C'est-à-dire les États-Unis que nous voyons là aujourd'hui, ils ne sont pas forts parce qu'ils l'ont été et puis ils se sont arrêtés là. Non. Jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, on forme les policiers. Jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, on forme les militaires. Jusqu'aujourd'hui, ils achètent des armes ou ils en fabriquent. Ils investissent beaucoup dans la sécurité. Et d'ailleurs, au nombre de plusieurs briefings que nous avions eus, on a reçu une fois le ministre Lutundula des Affaires étrangères. Il a dit que chez lui, dans les Sankourou c'est au centre du pays. Ça fait Lomela, Tumbe, Katoko, Lusambo, Lodja et puis Lubefu chez Papa Wemba. Là-bas, on dit... ceux qui montent en mona yon na inote na likonga akobanga yote. J'ai traduit. Si le voisin ne t'a jamais vu avec une flèche, il ne développera pas un respect vis-à-vis de toi. Le Congo, notre pays, nous devons, c'est vrai, il y a beaucoup de Congolais qui pensent qu'il faut réunir les pasteurs, même lui-même les saints, même lui-même Dieu. On l'appelle chef des armées. C'est-à-dire, nous devons tout faire pour recréer une armée réellement nationale, réellement professionnelle, réellement républicaine, dissuasive. C'est-à-dire, nous sommes petits-fils de Mbouza Mabé, nous sommes petits-fils de Maël Liekobo Kungu, Matumbu Monga, Ndjaoui, Bolozi. C'est-à-dire, des généraux d'antan. Et je sais que des garçons existent jusqu'aujourd'hui dans notre FARDC. Nous sommes leurs petits-fils. Nous devons tout faire pour honorer nos parents. C'est-à-dire, être sérieux. On t'a donné l'argent pour donner aux militaires une bonne solde, fais-le. Nous, journalistes, faisons un effort, coupons-nous à 4, apportons la bonne information, honnête. Toute cette personne-là qui vendra la mèche à l'ennemi, il faut dire à la population que ce qu'on fait Nanga est mauvais. Il faut le condamner. Et apprenant à être sérieux, le voisin apprendra aussi à nous respecter. Aussi longtemps que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux, on te donne l'argent, on te dit, ça c'est la solde de militaire. Ah, toi tu prends ça, tu commences à acheter des jeeps. Non, ça ne va pas. Et puis ceux qui arrivent à être pris pour des traîtres, non, monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, monsieur le Premier ministre Samuel Lukonde King, et vous tous là, les autorités, les traîtres, il faut vraiment les punir. Hein? Il y a un auteur célèbre qui dit qu'à celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai fauté, lorsque l'État me punit, même vous mes voisins, vous devez vous assagir. Vous devez vous dire, tiens, moi je ne voudrais pas faire la même erreur que lui, sinon on va me punir. Nous devons en arriver à ce point. C'est mon point de vue. Voilà, d'où la question de la levée peut-être prochainement du moratoire autour de la peine de mort pour les questions... Pour le pays comme les nôtres là. Non, il ne faut pas enlever la peine de mort, il faut la maintenir. Voilà. Ça peut dissuader. Voilà. Hein, ça peut dissuader certaines personnes qui ont... Écoutez, cette histoire de Koulouna par exemple. Vous voyez
un clown a perduré longtemps sous le général Bolosi. Non. Voilà. Cette histoire-là de... Généralement, quand on évoque ce genre de sujet, on nous brandit les droits de l'homme. C'est lui à qui l'on fait du mal. Lui n'a-t-il pas... Il a aussi des droits. Ah voilà, Kofi a chanté droits de l'homme il y a près de 30 ans passés. Voilà. C'est des gens... Chez nous, il y a beaucoup de gens, des érudits, des gens talentueux qui nous ont déjà prédit à peu près ce qui devrait arriver. Mais apprenons à être sérieux. Et je crois que les vaches seront bien gardées. Voilà, je note que vous avez été un petit peu obèse dans la parole, comme dirait Jordan Menikini. Alors que je suis maigrichon. Voilà, on passe la parole à Jordan. Vous allez parler comment enlever le prétexte FDLR au Rwanda. Bon, au fait, nous devons comprendre que nous avons affaire à quelqu'un qui est très malin. Kagame, c'est un garçon, en tout cas, menteur, très ruseux, qui a toujours utilisé ces prétextes pour piller nos richesses. Aujourd'hui, lorsqu'on dit aux Congolais que les Rwandais pillent nos richesses, ce qu'il faudrait comprendre est que les Rwandais n'est pas, comment dirais-je, les Congo n'est pas le seul pays à posséder ces richesses. Les Rwandais aussi en ont, parce qu'il faudrait enlever cette idée dans les têtes de plusieurs intellectuels congolais qui pensent que les minéraux stratégiques que possède la RDC ne s'arrêtent qu'au niveau des frontières établies par les colons en 1885. Les Rwandais aussi en ont, même si c'est en peu des quantités. Mais ce qu'il faut savoir est que Kagame continuera toujours à prendre ces prétextes de FDLR pour piller nos richesses. Parce que je l'ai toujours dit, même sur ces plateaux, que la guerre qui nous frappe à l'est du pays est économique. C'est avant tout une guerre économique. Une pareille guerre ne se fera pas en Équateur. Là où il y a les poissons, il y a les arbres. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que les multinationales ont besoin des minéraux stratégiques, ils ont besoin du cobalt, ils ont besoin du coltan pour fabriquer des téléphones en masse, ils ont besoin des lithium, ils ont besoin du pyrochlore qu'on retrouve qu'en RDC, ils ont besoin des louéchites, un minerai qu'on retrouve à Rutshuru, qu'en République démocratique du Congo. Donc, si aujourd'hui nous apprenons aux Congolais à respecter leur pays, parce que moi je me pose la question, comment des gens comme les Willy Ngoma, un Congo, qui se retrouvent chez les M23, comment on peut retrouver ces genres de situations? C'est parce que les Congolais aujourd'hui sont aussi animés par une sorte de cupidité inouïe qui n'arrive pas à se faire comprendre. Au nom de l'argent, on te donne de l'argent, vous commencez à tuer vos propres frères, vous commencez à piller les richesses de votre pays, vous commencez à travailler pour un ennemi, en la personne de Kagame. C'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, les prétextes FDLR, si nous voulons en tout cas chasser ces prétextes-là, c'est d'abord aux Congolais de devenir conscients. Nous devons devenir conscients que nous avons un très grand pays à protéger. Nous devons arrêter de jouer les jeux de l'ennemi. Parce qu'à chaque fois, nous retrouvons des Congolais qui continuent à jouer, à rouler leur pays au détriment des Rwandais. Ça dérange en tout cas un peu ma curiosité. Je n'arrive pas à comprendre cela. Mais il faudrait apprendre aussi aux Congolais que les FDLR ne sont pas, je dirais, n'est pas une rébellion des Congolais. C'est vraiment un montage du Rwanda. Parce que Kagame qui vous dit que non, moi je suis en train de pourchasser les FDLR qui se cachent. Mais où se cachent les FDLR? Vous pouvez circuler tout l'Est du pays, vous ne verrez pas les FDLR. C'est un prétexte juste pour continuer à piller nos ressources. Donc, tous les Congolais doivent savoir que le FDLR, c'est un prétexte inventé de toutes pièces par Kagame pour continuer à s'aimer la terreur à l'Est du pays, afin de profiter de nos richesses. Voilà, on va passer maintenant à Jojo Moulamba. C'est vrai que Jordan Menikini dit que le FDLR, c'est un prétexte, oui, c'est un prétexte, mais le président de la République, lors du briefing, a bien dit que la RDC ne peut pas être soupçonnée d'encadrer justement les FDLR parce que
la RDC a organisé le rapatriement des FDLR et tout ça. Mais cette question-là continue à faire parler le Rwanda. Comment enlever justement le prétexte au Rwanda, la question FDLR? Bon, la question est tellement pertinente et aussi difficile à répondre. Vous-même, vous parlez du président, comment il est arrivé à répondre à cette question. Ces prétextes du FDLR a beaucoup tenu dans la campagne de Paul Kagame. Vous savez que le Rwanda est sorti d'un génocide. Des milliers de Rwandais sont morts et c'était suite au génocide dont l'auteur c'était le groupe ethnique Hutu. Et ce qui a fait que aujourd'hui le Rwanda, son argument a beaucoup tenu et le Rwanda a bénéficié du soutien de beaucoup de pays occidentaux et le Rwanda continue à être soutenu dans ce sens-là. Et les FDLR, c'est en fait la constitution d'un comité de résistants Hutu et qui s'est transformé en mouvement rebelle vers les années 2000. Et ces groupes-là a trouvé place dans notre pays et constitue une menace pour le régime de Kagame. On sait comment les Hutus sont partis du Rwanda et leur retour au Rwanda va nécessiter beaucoup de dialogue et d'après-négociation pour que les calmes reviennent dans cette partie du pays. Je dirais qu'il nous faut être vraiment responsable pour que nous puissions chasser ou enlever ces prétextes du FDLR, puisque jusque-là ça tient et il faut que le gouvernement trouve de bons mécanismes pour faire retourner d'abord ces Congolais et ces Rwandais qui constituent une menace pour leur pays, le Rwanda. Kagame poursuit sa traque contre ces Hutus, mais il faut que nous aussi, nous soyons en mesure de bouter hors état de nuire ces FDLR, puisque c'est une réalité. Le président de la République l'a dit, ces groupes-là, c'est un groupe de rebelles que le gouvernement ne soutient pas. Alors il faut trouver le moyen pour le faire retourner au Rwanda. Je pense que c'est la solution qu'il faut. Voilà, je crois que durant des années, quand même, les FRDC, même en opération conjointe avec l'armée rwandaise, ont combattu ces FDLR. Je crois même que le président l'a dit, que les Rwandais reconnaissent que c'est une force résiduelle qui ne menace pas tellement, mais c'est un prétexte justement. Mais comment faire pour que les Rwandais ne brandissent plus ce prétexte-là? Parce que quand vous lisez même des rapports de l'ONU, on parle d'une alliance, entre guillemets, entre l'armée congolaise et les FDLR. On en a beaucoup parlé dans beaucoup de rapports. Ça relève de la science-fiction, ça. Des experts. Et même le président de la République, ou bien la République démocratique du Congo, a interdit les soldats congolais tout contact avec ces FDLR. Mais comment enlever justement ce prétexte au Rwandais? Dieudonné Boinard, vous pouvez répondre rapidement avant de passer à la deuxième partie de l'émission. Je vais d'abord expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent que les FDLR, c'est un acronyme qui veut tout simplement dire Force démocratique pour la libération, Force démocratique et révolutionnaire pour la libération du Rwanda. Je veux vous rappeler une chose, Patrick. Moi, en ce qui me concerne, chaque fois qu'on parle de FDLR, ça me fait rire. Pourquoi? Je ne sais pas si en 1994, ou bien dire 94, si j'avais quel âge. Si vous comptabilisez 1994 en 2024, cela fait 30 ans, jour pour jour, qu'on nous parle de FDLR par Kigali. Maintenant, j'ai fait appel un peu aux mathématiques. En moyenne, si un militaire rwandais devenu FDLR, parce qu'il ne fait plus partie de l'armée régulière du Rwanda, avait 25 ans, au jour d'aujourd'hui, si vous lui ajoutez 30 ans, ce militaire-là a 55 ans. Et nous connaissons la moyenne d'âge de nos militaires en Afrique.
La plupart des armées africaines ont des militaires dont l'âge varie autour des 40-45 ans. Mais si vous avez déjà 40 ans, plus 30 ans, vous arrivez à 70 ans. Moi, je me demande, ces militaires-là, qu'on dit toujours que la RDC héberge, entretient, nourrit, finance, et qui constituerait une menace pour les Rwandais, ils sont cantonnés où en République démocratique du Congo? Quelle est leur base? Qu'on nous donne même la province, les territoires, leurs adresses exactes. C'est pour vous dire que non, c'est un prétexte, comme l'a dit Jordan Mayanikini et tous les amis qui m'ont précédé, Jojo Moulamba et Eric Izami. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, si le FDLR existe, c'est qu'ils ont eu des enfants et des petits-enfants qui ont été formés. Et par qui? Et comment ils ont eu les armes pour constituer aujourd'hui les menaces? Cela, je vous dis, c'est un faux prétexte. Mais je reconnais qu'il peut exister un petit groupe de FDLR, mais je ne pense pas qu'ils sont à mesure de menacer la toute-puissante Rwanda, qui est armée par la communauté internationale, soutenue par l'Union européenne, les États-Unis, bref, par l'Occident. Moi, je ne pense pas que ces petits groupes-là de FDLR sont capables aujourd'hui, même si Kinshasa leur donne le feu vert, entre au Rwanda, ils vont renverser les pouvoirs de Kagame. Je ne pense pas. C'est un prétexte, c'est un vieux disque que Kigali continue à mettre, qu'il fait écouter aux Occidentaux, et ça passe bien pour qu'ils continuent à maintenir les statu quo, c'est-à-dire les chaos, que cette zone-là, la partie est de la République démocratique du Congo, soit déclarée une zone instable. Ils veulent tout simplement donner l'image, cette image aux yeux du monde que nous sommes incapables de nous créer un État. Nous n'avons pas de gouvernement, nous n'avons pas des forces armées et de la police pour faire régner l'ordre dans cette partie de la République. Et pourtant, les investisseurs ont besoin de ces minéraux. Comme nous sommes incapables de sécuriser cette partie, ils vont de l'autre côté où ils sont capables de sécuriser notre territoire, mais pas une force étrangère. Voilà. C'est en fait ce qu'ils nous font. Mais il ne faut pas dire que non, jusqu'à aujourd'hui, il y a des FDLR au Congo. Si cela est vrai, nous pouvons dire, reprocher aussi au président Sassou Nguesso, nos amis du Congo d'en face, d'entretenir les ex-phases et l'ex-brigade présidentielle de Mobutu. La DSP. Voilà. On peut dire que non, ils sont 10 000, 20 000 au Congo-Brazza. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous allez au Congo-Brazza, vous allez trouver même 500 combattants de la DSP. Voilà. Encore jeunes, dynamiques, avec des bases au Congo-Brazzaville, avec des munitions qui peuvent constituer aussi aujourd'hui des menaces pour le Kinshasa. Voilà, c'est donc... On dit comparaison n'est pas raison, mais j'ai fait une petite comparaison pour vous dire que tous ces discours-là relèvent du mensonge d'État. Excusez, Patrick Ilunga. Il y a deux arguments qui sont mobilisés. L'un, c'est que le Rwanda soutient que la République démocratique du Congo appuie le FDLR. De l'autre côté, la RDC, s'il vous plaît, on a eu 4 présidents. De l'autre côté, quel intérêt tous ces 4 présidents ont eu à soutenir le FDLR? De l'autre côté, la RDC dit que le Rwanda soutient le M23. Le M23 est visible, ils ont des porte-paroles, ils font des déclarations. Vous avez déjà vu les porte-paroles des FDLR passer sur une chaîne internationale, même locale, signer des communiqués. L'histoire nous renseigne que le FDLR, c'est vers l'an 2000 que ces mouvements est sorti et il avait bénéficié du soutien de l'ancien président, du feu président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais après, lorsque son fils est venu, il a suspendu ces soutiens-là. Et ces mouvements-là, il y a eu des opérations qui ont été... Les Rwandais pour chasser les FDLR sur toute l'étendue du territoire national. Oui. Vous vous souvenez du conflit entre Kamer et Joseph Kabila? Quand Kamer était président de l'Assemblée nationale, il était contre l'autorisation. Cet argument tient jusqu'aujourd'hui. Sur le niveau international. Les Rwandais avaient parcouru toute la RDC pour chercher les FDLR. S'il vous plaît, on va...
Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils existent. Non. Les FDLR, c'est une vieille chanson qui ne fait plus C'est une vieille chanson. Ils existent sur les plans chimériques. Chers amis, c'est une existence artificielle. C'est comme Marie-Louise à des Windows, ça ne fait plus danser. Une vieille chanson. Oui, s'il vous plaît, cher Patrick Ilunga et les amis, vous savez, ce que Bonali a dit est vrai, mais encore faut-il remonter plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo-Kinshasa est victime de sa bonne foi. Pourquoi sommes-nous arrivés jusqu'à vivre cette situation macabre? Parce que simplement, à l'issue du génocide qui a eu le 10 avril 1994 au Rwanda, il y a eu la demande à ce que l'on puisse, nous, République démocratique du Congo, Zaïre d'alors, recevoir les Hutus. Notre gouvernement, piloté par Léon Kengo-Adondo, qui est encore vivant, il aura 91 ans, je crois, le 22 mai, il est né en 1933, il est là, il est vivant, il est lucide, avait refusé d'ouvrir la brèche pour que les Rwandais viennent chez nous. Autant Mobutu. Les deux, ils avaient refusé, donc le Kinshasa avait refusé. Mais nous avons été forcés. Nous avons vu l'ONU forcer la main du Zaïre, notre pays donc, pour accueillir les voisins. Mais aujourd'hui, nous qui leur avons accordé un peu d'espace de vie, parce qu'ils étaient pourchassés de l'autre côté, nous payons le lourd tribut aujourd'hui. Et j'en suis tombé à la renverse d'apprendre que la même Union européenne qui nous fait des leçons matin, midi et soir, signer des accords avec le Rwanda, c'est un pays voyou. Pour justement piller les richesses, tuer les gens. Il y a des images que nous ne vous montrons pas, chers compatriotes. Nous ne vous montrons pas parce que vous savez, une image vaut 1000 mots. Alors, pour ne pas choquer et faire croire à nos petits-enfants que la vie ne se résume qu'à la tuerie, voilà pourquoi on vous épargne de ça. Mais nous souffrons de vivre ça au quotidien et ça fait 30 ans. Seulement, moi, je suis en train de faire un appel à nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Vous aussi, faites un effort de peupler les médias internationaux comme pour donner votre point de vue de ce qui se passe, parce que vous ne devez pas rester à faune. Mais sinon, ça ne va pas. Voilà, Eric Izami, si vous me permettez, on est très talonné par le temps. On va peut-être aborder la deuxième partie de l'émission. On va en venir à cette question, la coopération qui semble s'intensifier autour du Rwanda. Avec la dernière en date, c'est l'alliance ou bien la signature d'une coopération entre l'Union européenne et le Rwanda autour de matières premières, justement. Avant d'aller plus loin, on va d'abord suivre cet extrait, l'extrait du président de la République lors du briefing. Nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, la République démocratique du Congo, son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs, il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là? Non. Est-ce qu'ailleurs, il y a autant de complicité interne? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic, etc. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes. En même temps, le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales, des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent les multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs vous le lui avez quand dit vous achetez, je lui ai dit, c'est un receleur. Quand vous achetez le produit de recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Voilà, retour sur ce plateau. Je pense que le message du président de la République a le mérite d'être très très clair. Jordan Mainikini, on va commencer avec vous. Le président est clair. Il dit, normalement les autorités congolaises considèrent que le fait que l'Union européenne signe une coopération pour une matière première avec le Rwanda, c'est comme s'ils appuient déjà le pillage des minerais de la RDC par le Rwanda. Effectivement, je partage
l'idée du chef de l'État qui considère ces mémorandums d'entente comme étant vraiment comme étant une menace, ou encore il a utilisé une anecdote là des très mauvais goûts. Je pense que c'est vraiment ouvrir la porte au Rwanda pour piller nos richesses. Voilà pourquoi moi j'ai toujours eu à déplorer l'hypocrisie de la communauté internationale qui fait semblant à chaque fois à travers des déclarations faire semblant comme si la communauté internationale était en train d'appuyer la République démocratique du Congo pour remettre la paix au beau fixe à l'Est, dans sa partie Est. Mais en réalité, ce que fait la communauté internationale est en grande contradiction. Parce que comment vous pouvez appuyer ou encore signer un accord avec les Rwandais, surtout pendant cette période, où en tout cas vous sentez qu'il y a des fortes menaces à l'Est de la RD. Ça prouve à suffisance que cette communauté internationale souffle à la fois les chauds et les froids. C'est cette communauté internationale qui appuie les Rwandais, parce qu'aujourd'hui ça saute aux yeux, tout le monde peut arriver à comprendre que la communauté internationale est en train de nous rouler, elle est en train de jouer à un double jeu. Mais comme nous l'avons compris, je pense que c'est à nous, maintenant, peuple congolais, de mettre en place des stratégies efficaces pour protéger notre pays. Comment protéger notre pays? C'est en renforçant notre armée, parce que là, nous comprenons que si nous attendons que la solution du Congo provienne des États-Unis, ça n'arrivera pas. Si nous attendons que la solution du Congo provienne de l'Union européenne, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, le père de la nation, Patrice Lumumba, nous l'avait dit que l'histoire du Congo, ça ne va pas s'écrire dans les couloirs des Nations Unies, ni aux États-Unis, ni en France, mais ça s'écrira ici. Donc c'est à nous-mêmes d'écrire notre histoire. C'est à nous-mêmes, en tout cas, de protéger nos ressources naturelles, parce que l'Union européenne nous a trahis, comme disait le président Tshisekedi pas plus tard qu'hier, que cette Union européenne qui voulait venir ici surveiller nos élections, cette Union européenne qui nous a toujours donné des leçons, plutôt des leçons de démocratie. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'elle se comporte. Donc, je pense que, peuple congolais, vous avez vous-même les yeux pour voir, pour comprendre aussi, vous avez les cerveaux, pour comprendre qu'on ne doit pas, en tout cas, espérer à une solution provenant de la communauté internationale ou de l'Union européenne. Même si lorsqu'on parle de l'Union européenne, il ne faut pas englober tous les pays, parce qu'il y a des pays qui sont aussi contre ces mémorandums d'entente. Mais ça nous donne quand même une leçon pour comprendre que c'est à nous-mêmes, en tout cas, de nous prendre en charge, de protéger nos ressources naturelles qui sont très prisées au niveau international. Donc, l'heure est venue que les Congolais comprennent cette situation. C'est très important. Mais ça fait vraiment pitié. Oui. Voilà, non, je crois que... Voilà, Jojo Moulamba, on sait que, bon, finalement, le président Kagame a reconnu il y a quelques jours qu'il y a pillage justement à l'est du Congo des ressources naturelles, mais que le Rwanda ne sert simplement que de zone de transit. Voilà. Quelle lecture faites-vous du fait que les autorités rwandaises reconnaissent qu'il y a justement pillage et que le Rwanda participe à ça en étant zone de transit? Bon, le vrai problème à l'est du pays, nous l'avons dit ici, c'est l'exploitation de ressources naturelles. Hein, pourquoi la partie est de la République démocratique du Congo demeure le ventre mou de la rébellion? Pourquoi? C'est parce qu'il y a de minéraux qu'il faut exploiter. Et puisque notre État n'a pas mis en place de mécanismes d'exploitation de ces richesses, n'a pas créé des entreprises pour exploiter ces richesses, donner de la valeur à ces richesses, n'a pas sécurisé comme il faut cette partie du pays, raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation. Notre État devrait prendre ses responsabilités. Le Rwanda a signé un accord avec son partenaire. Lui justifie, c'est là la signature de cet accord. Mais c'est à nous de protéger nos terres. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je trouve que notre État, de ce point de vue-là, est vraiment irresponsable. C'est vrai, on va dénoncer le Rwanda, on va dénoncer la signature de cet accord, mais
qu'est-ce qu'on fait de notre territoire? Puisque dans cette partie du pays, il n'y a pas que le M23 qui pille le pays, mais il y a des groupes armés locaux. Il y a des groupes armés locaux et qui sont alimentés par des Congolais. Il n'y a pas que le Rwanda. C'est vrai, on va condamner lui qui a signé aussi avec la RDC dans le cadre de son programme Global Gateway, la passerelle mondiale en français. Mais qu'est-ce que nous faisons pour protéger nos terres, pour protéger nos minéraux, pour faire en sorte que les minéraux qui sont que notre pays regorge puissent apporter du bonheur dans notre société ou à tous les Congolais. Donc le problème c'est à nous, le problème c'est pas lui, c'est pas le Rwanda. D'abord nous-mêmes, nous devons arriver à protéger nos terres, nous devons arriver à protéger nos territoires. Comme ça le Rwanda ne va plus servir de transit de minéraux qui viennent de la République démocratique du Congo. Voilà, on nous fait signe qu'il nous reste très très peu de temps. Je ne sais pas comment on va faire. En 1 minute, Dieudonné Boinali, on a vu quand même la coïncidence, elle est troublante. On a vu que la Pologne vient de signer avec le Rwanda des accords de défense. On a vu aussi que l'Algérie a envoyé ses autorités militaires au Rwanda. On a vu le président Mamadi Doumbouya de Guinée. Toute cette stratégie, est-ce qu'elle participe justement à isoler la RDC un petit peu? Non, la RDC ne sera pas isolée parce que sur le plan économique, nous avons les capacités d'influer sur les prix des matières premières sur les marchés internationaux. Rappelez-vous que la République démocratique du Congo, c'est le premier producteur mondial du cobalt. Nous sommes passés comme premier producteur africain du cuivre en détrônant la Zambie. Aujourd'hui, nous produisons plus d'1,5 million tonnes de cuivre, plus de 100 000 tonnes de cobalt. Nous sommes dans les top 5 des grands pays producteurs du cuivre. Je pense déjà, si on influe déjà sur la production du cobalt, ça va faire très mal aux économies européennes. Mais ne vous inquiétez pas, les mariages entre le Rwanda et l'Union européenne, moi j'appelle ça les mariages entre un Pierre et un receleur, c'est-à-dire celui qui achète la marchandise sur les marchés internationaux, fruit du vol, de l'exploitation illicite. C'est là où je n'arrive pas à comprendre la politique de l'Union européenne. Ils nous viennent avec beaucoup de théories, bergères, diligence raisonnable, la loi Dodd-Frank, oh non, approvisionnement responsable des minéraux, il ne faut pas s'approvisionner en minéraux décents, il faut que vos approvisionnements soient clean. Toutes les multinationales, Apple, Microsoft, tout ça, vous serez sanctionnés si vous achetez les minéraux décents. Mais curieusement, on voit la grande Union européenne, la donneuse de leçons de démocratie, des droits de l'homme, des civilisations, changer de nature, aller signer un mémorandum d'entente mou avec les Rwandais. Moi, je suis convaincu, je suis de ces Congolais-là, de ce groupe de Congolais qui pensent que, après avoir lu les archives du musée de Tervuren sur la géologie, moi, je ne nie pas le fait que les Rwandais disposent des matières premières. Mais je doute de la capacité du Rwanda à approvisionner les marchés internationaux. Ils ont quelle production? Quand vous regardez les tableaux des plus grands producteurs des métaux de base et stratégiques en Afrique, vous allez voir, même si vous faites la liste des top 5, top 10, top 20, même top 30, vous ne verrez même pas le Rwanda en ce qui concerne les cuivres, les cobaltes, même les pétroles, voilà. Même les thym, même les coltans, même l'uranium, même le lithium. Merci. Vous ne verrez pas le Rwanda. C'est là où ça fâche un peu. Nous nous demandons qu'est-ce que l'Union européenne est allée faire au Rwanda. C'est comme s'ils sont allés leur donner une caution morale que continuez de piller, continuez de tuer au Congo. Merci. Nous, on va acheter vos minéraux là-dessus. Merci Dieudonné Boinali. C'est là où on ne comprend pas. Moi, je pense si nous étions un pays arabe ou bien un pays de la CEDEAO comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ce que l'Union européenne a fait là, je pense 48 heures, 72 heures après, on allait chasser l'ambassadeur qui est au 12e niveau là,
12e niveau de l'immeuble BCDC qui représente l'Union européenne en République démocratique du Congo. Merci. Si on était vraiment sérieux. On va chuter déjà Eric Zami en 30 secondes. Malheureusement, on ne l'a jamais été. Voilà, Eric Zami en 30 secondes. La coïncidence elle est troublante. La Pologne vient, il fait des déclarations même pour appuyer le Rwanda. L'Union européenne vient et elle appuie le Rwanda un peu avec la coopération autour des matières premières. Quelle est votre lecture en 30 secondes? Ça peut faire tomber à la renverse. Vraiment, ça fait faire tomber à la renverse. La Pologne qui a vécu les affres et les tsars au niveau de la Russie, plusieurs femmes malmenées. La Pologne qui a été même un peu détruite sur la carte du monde avec tout ce qu'il y a eu avec Adolf Hitler, le furor et tout ça. C'est la même Pologne de l'Est-Vallecha avec la solidarité qui s'allie à un diable pour tuer les gens chez nous. Tout ça parce que justement chez nous, on n'a pas suffisamment été avant-gardiste. On a un problème au Congo-Kinshasa. C'est le fait d'être toujours un peuple qui n'est pas planificateur. L'autre est rusé et planificateur. C'est depuis longtemps qu'ils ont ficelé leur plan pour pouvoir nous faire du mal. Mais maintenant, que devra-t-on faire? Les amis ont parlé, nous avions tous écouté. Il faudrait que dans nos différentes maisons, que nous puissions apprendre à nos enfants ce qu'est notre pays, ce qu'il représente en termes d'enjeux. Nous avons des gens sages qui existent, qui sont heureusement encore en vie. Je citerai ici Kiakwama Kiakiziki Gilbert. Il a été PDG de la Gécamine à l'époque où nous avions été premier producteur mondial du cuivre. Et à l'issue de ces sacres-là, on nous a construit l'immeuble qu'on appelle Sozacom jusqu'aujourd'hui sur le Grand Boulevard. C'était en 1976. Kiakwama Kiakiziki est là, vivant. Il faut le consulter. À son époque, on avait eu le boom, c'était 400 000 tonnes qu'on en avait produit. Un grand patriarche. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 million. Mais à cette époque-là, la Gécamine, la mangeuse du cuivre, était le grand pourvoyeur de notre budget national. Mais aujourd'hui, même si nous arrivons à 1 million ou 2 millions de tonnes produits, est-ce que ça nous rapporte quoi, nous-mêmes Congolais ici? Nous n'avons toujours pas d'infrastructure, nous n'avons toujours pas d'hôpitaux, d'écoles. Aujourd'hui, sur Kinshasa, on ne sait pas ce qu'il est parce qu'il n'y a pas de routes. Alors, je nous demande à nous parents, nous faisons notre boulot. Nous sommes ici en train d'organiser des émissions pour apporter tant soit peu la petite lumière pour que dans nos familles, vous le parent puissiez davantage enseigner à nos enfants d'aller à l'école et à la bonne école. J'aurais été le chef de l'État, j'enverrai 5000 enfants congolais pour aller apprendre comment gérer les lithium, les courbages, les ceci, les cela, pour que demain ils puissent bien sauver ces minéraux-là au profit du Congo, notre pays. Si nous sommes sérieux, on aura aussi à nous respecter. On a vraiment dépassé largement notre temps, mais 10 secondes de Cher Patrick Longa, je vais rebondir sur cette question de responsabilité et de la sérieuseté. Mais on n'est pas sérieux. Moi, j'assiste à une conférence. Non, c'est pas tous les Congolais qui ne sont pas sérieux. Il y en a quelques-uns. Les Willingo Malais, ils sont pas sérieux. Oui, c'est ça. Mais il y en a, moi, je connais les Congolais sérieux. Ne me perturbez pas, s'il vous plaît. Moi, j'assistais à une grande conférence. C'était Alternative Mining Indaba, où plusieurs autorités du pays étaient invitées. Il y avait même l'ambassadeur rwandais, Vincent Karega, qui était là. Il s'est exprimé devant nos ministres en leur disant que le Rwanda a dépensé 15 millions de dollars pour installer une raffinerie dans son pays. Bien qu'il ne produit pas ces minéraux, bien que ces minéraux viennent de la RDC, mais les Rwandais ont installé une raffinerie à 15 millions de dollars. Comment nous n'arrivons pas à le faire? Mais voilà. Est-ce que nous manquons 15 millions de dollars pour installer? C'est comme ça que nous invitons le nôtre à bien faire les choses. Nous invitons le nôtre. Nous sommes caractérisés par un manque de sérieux. Pas toujours, parce que les sérieux existent aussi. Hier, par exemple, le chef d'État a évoqué l'exemple, s'il vous plaît. C'est qu'on est Non, non. Hier, par exemple, le chef d'État a évoqué un bel exemple du ministre Eliaou. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire croire à l'opinion que chez nous, il n'y a que de la racaille. Chez nous, il y a aussi des bonnes personnes. Les sérieux, ça existe. Seulement, nous devons renforcer. Qui Corneille Nang? Non, lui, c'est le contraire du sérieux. Jordan, Eric, on va boucler, on va rendre l'antenne. En tout cas, on vous remercie d'avoir animé ce débat. On va remercier Jordan Mainikini pour ses analyses toujours pertinentes. On remercie également Jojo Moulamba pour ses analyses toujours profondes. On a remercié également Dieudonné Boanali pour ses analyses toujours pertinentes et aussi à Eric Izami pour ses analyses profondes. On va remercier l'équipe technique, la régie et on va remercier également nos fidèles téléspectateurs. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. Ciao.
Vous ne le savez pas.